Denver Tour, me recevez-vous? Un avion de ligne est en flammes au bord d'une piste dans un des aéroports les plus fréquentés du monde. Sortons avant que tout brûle. Allez! Les pompiers pensaient découvrir des cadavres, mais les passagers étaient sortis par les toboggans. Hé, regardez ça. Les enquêteurs examinent les indices. L'avion sort de la piste côté gauche. Le nez de l'avion avait pointé vers la gauche alors qu'il n'aurait pas dû. Je parie sur la gouverne. Elle ne répondait plus. Et ces indices rappellent une panne tristement célèbre, Voyez-vous ça? à l'origine de l'accident de plusieurs Boeing 737. Le passé se répétait-il? Arrêt, décollage! Le vol Continental Airlines 1404 est en plein préparatif de départ à l'aéroport de Denver, dans le Colorado. David Butler, le commandant de bord, et Chad Levang, l'officier pilote de ligne, vont s'envoler pour Houston, au Texas. Écoute ton lattice. Ils vérifient la météo. Départ piste 34 droite, vent du 280 à 11 nœuds. Piste en service 34 droite. Le vent est modéré, 20 km/h, et souffle de l'ouest. Le Boeing 737-500 qui va assurer le vol, un biréacteur conçu pour les trajets courts et moyens courriers, est l'avion commercial le plus vendu de l'histoire. À son bord, ce soir, 110 passagers sont en train de prendre place, dont Mike Wilson. J'étais responsable du développement logiciel dans une start-up de Boulder et je rentrais à Houston pour passer Noël en famille. L'avion va décoller de l'aéroport international de Denver pour un vol de 2 heures qui va l'emmener à l'aéroport intercontinental George Bush de Houston. Checklist prise en charge terminée. J'allume la PU? Ouais. À 50 ans, David Butler, qui travaille pour Continental Airlines depuis 11 ans, sera pilote en fonction. L'OPL, Chad Levang, a 34 ans et n'est entré dans la compagnie qu'un an plus tôt. C'est lui qui se chargera des instruments de bord et des liaisons radio. 34 droite. 34 droite. C'est ça? Oui. Bonsoir. Ici le commandant Butler et l'OPL Levang. Le vol va durer 1h52 et nous ne devrions pas avoir de retard au décollage de Denver. Le vol devrait se passer tranquillement jusqu'à Houston. Merci d'avoir choisi Continental et bienvenue à bord. Sol à cockpit. Bonsoir. Salut, mec. Mec. Visite pré-vol terminée. Tous les panneaux et les portes sont fermés. Parking prêt. Je passe la checklist en revue et je vous rappelle. Mec. Checklist avant mise en route. Checklist, panneau ceinture. Pendant que l'équipage passe en revue la checklist avant mise en route, les passagers s'installent. De son côté, Mike Wilson n'a qu'une chose en tête, un vol remontant à 4 ans. Mon père avait acheté un nouvel avion et il m'avait invité à faire un tour avec lui. On avait décollé depuis une petite piste de Houston, mais au-dessus de la baie de Galveston, on s'était mis à perdre de l'altitude. Et dès que l'avion avait touché l'eau, il avait coulé comme une pierre. Il m'avait fallu un peu de temps pour remonter en selle, mais bon. 2 accidents de suite, ça n'arrive pas. L'avion reçoit l'autorisation de repoussage. Hé mec, lâchez des freins, repoussage que vers l'est.
Ok, messieurs, pour mise en route. Camp prêt. Ça doit être une vraie patinoire. Vive les verts. Volet. Volet à 5. Commande de vol. Vérifié. Checklist après démarrage terminé. Parking, Continental 1404, prêt au roulage. 1404. Suivez le 1900 à votre droite jusqu'à 3 whisky. Bon vol. L'équipage doit suivre un avion bien plus petit, un Beechcraft 1900 à turbopropulseur, pour rejoindre la piste 34 droite. Denver étant le 5e aéroport le plus fréquenté au monde, le centre de contrôle du trafic aérien de sa tour coordonne quotidiennement l'arrivée et le départ d'environ 1700 vols. Continental 1404. Denver Tour, piste 34 droite. Maintenez au point d'arrêt. Maintenons au point d'arrêt 34 droite, 1404. La 34 droite est une des 6 pistes de l'aéroport. Il y a 4 pistes parallèles nord-sud et 2 parallèles est-ouest. Adossé aux montagnes rocheuses, c'est le plus grand aéroport des États-Unis par sa superficie. Il fait 13 700 hectares, mais ce chiffre ne lui rend pas justice. Il paraît plus grand. On décolle avec l'anti-givrage? Non, coupez-le. PNC, à vos postes. Continental 1404. Vent du 270 à 27 nœuds. Tournez à droite, cap 020. Autorisé décollage, piste 34 droite. Le contrôleur transmet aux pilotes la vitesse du vent qui souffle sur leur piste et l'autorisation de décoller. Cap 020, autorisé décollage 34 droite, 1404. On a atteint la vitesse de décollage. Tout semblait aller bien. C'est alors que l'avion fait une embardée violente. On a viré brutalement à gauche et je me suis dit qu'on avait un gros souci. Vraiment. Merde! Le Boeing sort de la piste à environ 170 km/h. Il est incontrôlable. Arrêt décollage! C'était impossible que ça m'arrive à nouveau. L'avion monte le long d'un monticule, ce qui le propulse dans les airs. C'était comme sauter d'une falaise. On est tombé d'une quinzaine de mètres, et quand on a touché le sol, les choses ont empiré. J'ai vu des flammes sortir du moteur droit, et on a dérapé. C'est pas vrai! Ça n'en finissait pas. Mais finalement, la glissade de l'avion s'arrête à 215 mètres de la piste. Malgré tout, avec l'incendie qui ravage l'aile droite, toutes les personnes à bord sont en danger de mort. C'est une répétition effrayante du drame du vol British Air Tours 28 qui avait dû interrompre son décollage en raison d'un feu moteur. Les 53 passagers et 2 membres d'équipage avaient trouvé la mort, n'ayant pas réussi à évacuer assez rapidement. Tour, sortie de piste sur la 34 droite, côté ouest. Pardon? Le contrôleur constate qu'un de ses avions manque effectivement à l'appel. Continental 1404, Denver Tour. 1404, Denver Tour, me recevez-vous?
À tous les services de secours, ici Tours. Accident. Les véhicules d'urgence se mettent aussitôt en route. Mais les flammes consument déjà le 737. La cabine était en fumée. Mais l'issue de secours sur l'aile gauche était déjà ouverte. Sortons avant que tout brûle! Allez! Dans la partie centrale, il n'y avait pas d'hôtesse, donc on était livrés à nous-mêmes. Pas de panique! Ne poussez pas! Allez! Je suis sorti prudemment sur l'aile, je suis descendu à terre et j'ai marché vers le haut d'une colline. Et de là, j'ai regardé l'avion. Je voyais sa silhouette se découper dans les flammes. Les autres passagers ont gravi la colline et je me suis dit que j'allais en réchapper. Les sauveteurs partent à la recherche de l'avion. Parmi eux, Randall Kemp. Le soleil était couché depuis 2 heures, donc on n'y voyait rien. Et en plus, intervenir est toujours difficile tant l'aéroport est vaste. Les pompiers repèrent finalement l'épave et commencent aussitôt à lutter contre l'incendie. On aurait tort de croire que c'est plat comme la main. C'est tout le contraire. Il y a des déclivités de plusieurs dizaines de mètres, notamment là où l'avion était sorti de la piste. Le vol continental 1404 est brusquement sorti de la piste au décollage, avant de prendre feu. Les services de secours ont qualifié la scène de surréaliste, digne d'un film. Et les pompiers pensaient découvrir des cadavres. En fait, le relief nous a servi parce que l'avion s'est arrêté sur une zone inclinée. Par chance, le carburant s'écoule le long de la pente, loin du fuselage en flammes et des gens qui en sortent. Les 110 passagers et les 5 membres d'équipage ont frôlé la mort. Mais seul le commandant de bord est grièvement blessé et l'OPL légèrement. Reste désormais à déterminer comment un tel accident a pu se produire. En plein jour, le flanc droit carbonisé est bien visible. C'est le lendemain que l'on se rend véritablement compte du désastre qui a été évité. Les passagers et les membres d'équipage ont de la chance d'être tous en vie. Les enquêteurs du NTSB, l'équivalent américain du Bureau d'enquête et d'analyse, arrivent sur les lieux avec une mission: comprendre pourquoi le Boeing 737-500 a fait une sortie de piste. Et ils récupèrent aussitôt des indices dans l'épave pour les analyser. On peut avoir le 35 ? Bill English dirige les investigations. Belle balade. L'avion était loin de la piste. Il en était sorti à très grande vitesse. Il avait traversé plusieurs chaussées et il était presque intact, hormis les dégâts dus à l'incendie côté droit. Et ce subit en roulant hors de la piste. Voyons ce que disent les empreintes. On a remarqué que les traces de pneus s'éloignaient de l'axe de la piste, selon un angle très prononcé à gauche. Oui, juste ici. L'avion sort de la piste côté gauche. Il traverse un taxiway, puis une voie de service, en évitant de peu le local d'équipement de lutte contre l'incendie, avant de s'arrêter dans cette pente. Une idée? Un ennui mécanique? Je parie sur la gouverne, pour le moment. La gouverne de direction est une surface mobile située à l'arrière de l'avion qui permet à la fois de le diriger et de contrer les mouvements latéraux provoqués par les vents traversiers. Grâce à un système de commande par câble, les pilotes l'actionnent en appuyant sur les pédales du palonnier. Les enquêteurs ont à l'esprit 2 accidents survenus dans les années 1990 où des pilotes avaient perdu le contrôle de leur 737 en raison d'un mouvement intempestif de cette gouverne appelé blocage de la gouverne de direction.
Tous ceux qui s'étaient trouvés à bord de ces avions avaient trouvé la mort. Le nez de l'avion avait pointé vers la gauche alors qu'il n'aurait pas dû. Donc on a vérifié le vérin de commande de la gouverne. Le vérin de commande convertit la pression hydraulique générée par l'action sur le palonnier en action mécanique qui fait bouger la gouverne de direction. Le passé se répétait-il avec un autre 737 ? Si ce problème de blocage de la gouverne a refait son apparition, les milliers de gens qui empruntent des 737 partout dans le monde sont en danger. Les techniciens analysent le vérin de commande de la gouverne de direction. Le vérin de commande fonctionnait. Bien. Ce n'est donc pas un blocage de la gouverne de profondeur qui a provoqué la sortie de piste. Les photos aériennes, s'il vous plaît. L'explication de l'accident étant à chercher ailleurs, Bill English s'intéresse à l'endroit où l'avion a bifurqué. Suivante. La roulette de nez frottait. On dirait. La roulette de nez a laissé une trace noire large et prononcée. Cela pourrait être le signe de ce qu'on appelle une abrasion. Elle se produit quand un mouvement violent déforme latéralement un pneu, le dérapage entraînant l'usure de la bande de roulement. La direction s'est-elle coincée, provoquant cette abrasion? La roulette de nez s'était-elle bloquée? Les enquêteurs font une avancée en retrouvant dans l'épave un câble de commande de la direction. Voyez-vous ça? Il est sectionné. Et s'il a cédé avant l'accident, cela pourrait expliquer l'abrasion. Le laboratoire a expliqué que la tension et l'étirement du câble avaient eu lieu après la sortie de piste. Rien à voir avec l'accident. D'où vient cette abrasion? Autre élément mécanique à vérifier, les freins. Se sont-ils bloqués au moment du décollage? Cherchez des traces de serrage. Cela avait pu faire dévier l'avion vers la gauche. Dans ce cas, le métal autour des freins et du moyeu de la roue serait décoloré. Mais il n'y avait rien de ce genre. Désormais, il est acquis que ce qui est arrivé au Boeing n'est pas imputable à un problème mécanique. Bien. Et maintenant? Il fallait analyser les conditions et les pilotes. Merde! Posez ça là-bas. La raison de la sortie de piste leur échappant, les enquêteurs envisagent les facteurs extérieurs à l'avion susceptibles d'avoir joué un rôle dans l'accident. On a oublié un truc? Non. On a tout ce qu'il faut. Don Ike, du NTSB, va analyser les conditions météorologiques qui régnaient au moment de l'accident. Il s'est produit le 20 décembre, en plein hiver. Donc il faut étudier la piste et l'environnement. Les vents, les précipitations. Les bulletins météo du National Weather Service indiquent qu'il y avait une dépression au-dessus d'une partie du Colorado. En hiver, on analyse toujours la contamination de la piste, étant donné qu'il y a du vent, de la neige, de l'eau. Mais rien de tout cela n'a eu d'impact sur l'aéroport de Denver. Les conditions météorologiques ne représentaient aucun danger et la surface de la piste 34 était nue et sèche. Eh bien, quoi qu'il y ait eu, c'est arrivé très vite. Les enquêteurs analysent ensuite les vents traversiers au décollage. Un effet de girouette?
L'effet de girouette se produit quand un vent traversier pousse la queue d'un avion, forçant le nez à se mettre face au vent. Le pilote doit contrer ce mouvement grâce à la gouverne de profondeur. Un 737-500 résiste à un vent traversier de 33 nœuds. Mais si des rafales sont plus fortes... Elles peuvent le faire sortir de la piste. Il faut donc s'assurer que les pilotes n'ont pas tenté de décoller dans des conditions de vent dépassant le plafond toléré par le 737. Écoute ton lattice. Avant le décollage, l'équipage s'est vu notifier les conditions météorologiques en cours par l'ATIS, le service automatique d'information de région terminale, qui signalait un vent venant des 280 degrés à 11 nœuds, une vitesse nettement inférieure à la limite de 33 nœuds. Mais les pilotes ne s'appuient pas que sur l'ATIS. L'aiguilleur du ciel leur fournit le vent soufflant sur la piste juste avant le décollage. Vent du 270 à 27 nœuds. Les enquêteurs interrogent donc le contrôleur qui était de service. Merci de nous recevoir. De rien. Bien. Alors... Quelles étaient les conditions au décollage? Eh bien, j'ai vérifié le vent juste avant. Continental 1404, vent du 270 à 27 nœuds. Le contrôleur a signalé à l'équipage de s'attendre à un vent de 27 nœuds, une vitesse toujours inférieure au plafond du 737-500. Rien d'autre susceptible d'expliquer l'accident? Non. Je suis aussi perplexe que vous. Une nouvelle fois, l'enquête est dans l'impasse. Bien. Essayons d'y voir clair. Dès lors, la seule explication logique est celle de l'erreur de pilotage. D'accord. Suivant. L'enregistreur de paramètres présente les actions de l'équipage seconde par seconde. Très tôt dans leur formation, les pilotes apprennent à gérer le vent traversier. Donc on a vérifié comment l'équipage avait traité celui-ci. Le voilà. Hé, regardez ça. Le pilote a agi. Quand l'avion a pris de la vitesse et qu'il a dépassé les 50 nœuds, le commandant a actionné le palonnier en appuyant sur la pédale de droite pour compenser l'effet de girouette qui faisait pivoter le Boeing à gauche. L'enregistreur de paramètres indique qu'au fur et à mesure que le vent traversier pousse le 737 vers la gauche, le commandant appuie sur le palonnier droit pour ramener l'avion dans l'axe de la piste. Mais lorsque l'avion vire une seconde fois à gauche, David Butler cesse d'utiliser le palonnier et commence à tourner le volant vers la droite. Il n'utilise plus la gouverne de direction. Pourquoi? Commandant David Butler, 50 ans. Il pilotait des chasseurs depuis un porte-avions. Le vent, ça le connaît. Les enquêteurs doivent l'interroger pour avoir sa version des événements. Bien. Vous êtes prêts? Ouais. Si le pilote avait été tué, on n'aurait eu qu'une vague idée de son comportement et on aurait fait plus de déductions. Mais là, il a pu nous dire ce qui s'était passé selon lui et comment ça avait influencé ses actions. Racontez-moi ce qui s'est passé. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait empoigné la queue et fait pivoter l'avion vers la gauche. Pourquoi cesser d'utiliser la gouverne? Parce qu'elle ne répondait plus. Selon lui, la gouverne ne fonctionnait plus, mais pas selon l'enregistreur. Et après? J'ai utilisé le palonnier de roue. C'est vrai? Oui. À basse vitesse,
les commandants de bord d'avions à réaction de grande taille orientent la roulette de nez à l'aide d'une poignée située à leur gauche. Le palonnier de roue avant, c'est l'ultime recours. Il a vraiment fait ce qu'il a pu pour redresser. Mais à cette vitesse, utiliser le palonnier de roue avant ne servait pas à grand-chose. Les enquêteurs se penchent ensuite sur l'enregistreur phonique. Il donne une version des faits qui peut être différente des souvenirs de l'équipage. Prêt? Bien. Écoutons. Continental 1404, Denver Tour. Piste 34 droite. Maintenez au point d'arrêt. Maintenant au point d'arrêt 34 droite, 1404. Tout est parfaitement habituel, que ce soit le passage en revue des checklists ou le roulage vers la piste. On dirait que ça souffle. Puis une remarque interpelle les enquêteurs. On dirait que ça souffle. Ouais. Les nuages filent. Les pilotes ont regardé les nuages et ils ont dit que ceux aux alentours de 4000 pieds filaient à 90 km/h. Continental 1404, vent du 270 à 27 nœuds. Tournez à droite, cap 020, autorisé décollage, piste 34 droite. Cap 020, autorisé décollage 34 droite, 1404. Traversier gauche, 27 nœuds. Donc l'équipage avait conscience que cela soufflait fort en altitude. Et il était surpris des bulletins annonçant seulement 27 nœuds au sol. Rien n'indiquant un vent excédant la limite de 33 nœuds, soit 61 km/h, le commandant décide donc de décoller en indiquant à l'OPL de surveiller la poussée au décollage. Cet avion aurait dû pouvoir faire face à ce vent. Y avait-il eu un phénomène localisé qui l'avait obligé à affronter un vent plus violent qu'indiqué? Arrêt décollage! L'enregistreur phonique ne permet pas d'expliquer les événements décrits par le commandant. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait empoigné la queue et fait pivoter l'avion vers la gauche. De nouveau, c'est l'impasse. Pour l'heure, ce qui est arrivé au vol 1404 demeure un mystère. Les bulletins météo indiquent que l'avion a décollé avec un vent traversier inférieur à la limite de 33 nœuds prévue pour le 737-500. Toutefois, les vents forts qui soufflaient en altitude, remarqués par l'équipage, et l'embardée de l'avion incitent le NTSB à mettre en doute l'exactitude de ces mêmes bulletins. L'hypothèse logique, c'était une rafale bien plus forte que ce que cet avion pouvait supporter. Les enquêteurs s'intéressent au système aéroportuaire de mesure et de signalement du vent. Les pilotes savaient quoi du vent? La tisse indiquait 11 nœuds. D'où venait l'info? De cette installation, juste là. Elle est à des kilomètres de la piste. Ça n'était pas très utile. La source de la tisse est à plus de 3200 mètres de l'endroit où le 737-500 a fait sa sortie de piste. Avec autant de pistes et de bâtiments, il y a un problème d'éloignement à Denver. La tisse transmise au pilote est enrichie de données complémentaires fournies par un instrument de mesure du cisaillement de vent au sol qui se compose de dizaines de capteurs disséminés à travers l'aéroport. Les contrôleurs s'en servent pour fournir aux équipages des informations très localisées sur les conditions de vent. Continental 1404,
Vent du 270 à 27 nœuds. Le contrôleur a parlé d'un vent à 27 nœuds. D'où vient l'info? De ce capteur, au départ de la 34 droite. Il transmet une moyenne des vitesses toutes les 10 secondes. Les capteurs en bordure de piste ne fournissent pas la vitesse de toutes les rafales qui ont lieu, seulement une moyenne. La moyenne était à 27 nœuds. Pas de quoi pousser un 737 hors de la piste. Il a dû y avoir une sacrée rafale. Le système de mesure du vent fait des observations à chaque seconde et en transmet la moyenne toutes les 10 secondes. Il n'est pas conçu pour fournir des données sur les rafales ou sur le vent traversier. La proximité des montagnes rocheuses, situées à l'ouest de l'aéroport, a-t-elle joué un rôle? Il y a une portion de chaîne montagneuse orientée est-ouest à cet endroit des Rocheuses, où en plus les flancs côté est sont très escarpés, ce qui pousse les vents à descendre. À ce moment-là, ils sont échauffés par la compression, donc ils remontent et ils prennent la forme d'une vague. En étudiant les conditions en altitude, on a établi qu'il y avait eu des ondes orographiques avec de forts vents descendants. Ces phénomènes ondulatoires qui descendent des Rocheuses peuvent provoquer des rafales violentes, susceptibles de faire sentir leurs effets sur plusieurs centaines de kilomètres, créant ainsi des conditions de vol dangereuses. On savait que ça ne suffirait pas pour déterminer les conditions météorologiques au moment de l'accident. Les moyennes ne suffisent pas. Les enquêteurs doivent confirmer qu'une onde orographique a balayé le 737 au moment où il s'est lancé sur la piste. Seule une analyse seconde par seconde des conditions de vent permettra de s'en assurer. Le NTSB fait donc appel à des experts du National Center for Atmospheric Research pour qu'ils conçoivent un modèle informatique à partir de toutes les données à leur disposition relatives au vent qui a soufflé au moment de l'accident. On leur a aussi demandé d'inclure les données portant sur le cisaillement de vent, ce qui n'avait pas été fait par le passé. Et à l'aide de ce modèle, on a fait des découvertes surprenantes. Impressionnant. Il montrait que des vents forts, certains dépassant même les 40 nœuds, avaient frappé la surface et que tous étaient liés aux ondes orographiques. Ça a soufflé à plus de 40 nœuds. Mais aucun capteur n'a signalé de rafale, l'information se limitant aux moyennes calculées toutes les 10 secondes. Les pilotes l'ignoraient. Les enquêteurs sont sur le point d'élucider le mystère, mais il leur manque encore un détail. Quelle a été la vitesse de la rafale qui a frappé l'avion? Arrêt décollage! Quel vent peut éjecter un avion de 52 tonnes d'une piste? Le NTSB est bien décidé à répondre à cette question. On s'est demandé quelle avait été la vitesse du vent. La réponse est là-dedans. Des centaines de simulations informatiques étudient différentes vitesses dans le but de reproduire ce qui est arrivé au vol 1404. Rien à voir avec une animation en 3D. Ces simulations prennent la forme de courbes et de données. Les ingénieurs ont utilisé le modèle aérodynamique de l'avion pour déduire la vitesse du vent. C'est très long. Merci. Ils ont trouvé 45 nœuds. Les calculs indiquent que plusieurs rafales ont largement excédé les 27 nœuds notifiés à l'équipage. Certaines atteignant jusqu'à 45 nœuds, soit 83 km/h. Pas de problème de vent. Jusqu'ici. Et boum, une rafale à 45 nœuds. Ça se sent. Ça se résumait à une simple sortie de piste due à un vent traversier. Une rafale. Ce n'était que ça?
Le pilote totalisait des milliers d'heures de vol, il avait fait carrière dans l'aéronaval et dans cette compagnie. Comment cela avait-il pu lui arriver? Un professionnel aussi expérimenté n'aurait-il pas dû être capable de rester sur la piste? À quel point cela dépassait-il le champ de compétences normales d'un pilote? Pour le savoir, il nous fallait des données. Bill, tu ne vas pas en revenir. Le NTSB étudie toutes les données disponibles sur des décollages de 737. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Et encore. Sur 250 327 décollages, seuls 4 737 ont eu à faire face à des vents traversiers dépassant les 30 nœuds. Un chiffre nettement inférieur aux 45 nœuds qui ont balayé le vol 1404. Un pilote de ligne ne connaîtra sûrement jamais de telles conditions de vent traversier au cours de sa carrière. Ou peut-être une fois. Bien, voyons comment il a réagi. Fort de ces informations, les enquêteurs examinent à nouveau le comportement de David Butler. Affichez les infos sur les rafales et les actions sur le palonnier. Bien. Il prend une petite rafale. Palonnier droit. Et ça corrige. Vient la grosse rafale. Palonnier droit à nouveau, mais pas assez pour corriger. La seconde fois, le vent souffle si fort que le palonnier ne permet pas de remettre l'avion en ligne droite. Et David Butler suppose qu'il ne fonctionne plus. Merde! À la seconde action sur le palonnier, l'avion est frappé par une rafale de 45 nœuds qui vient de la gauche à angle droit et que la correction de la gouverne de direction n'annule pas. Le commandant aurait dû persévérer. Mais il a relevé le pied et l'avion s'est mis à tourner dans la mauvaise direction. Arrêt décollage! Décoller avec un vent traversier fait partie du quotidien en simulateur de vol. Mais il s'avère que ce type d'entraînement a des limites. On a découvert que le simulateur n'intégrait pas de rafale en dessous d'une altitude de 50 pieds. Donc les pilotes s'entraînaient, mais ils n'apprenaient pas à compenser une rafale au sol. Dans la réalité, Mère Nature peut vous jouer un vilain tour et vous pousser hors de la piste. Quand l'avion s'est mis à dévier, le commandant a paniqué. Merde! De vieux réflexes ont repris le dessus. Il a fait ce qu'on fait en voiture quand on veut s'écarter du bord de la route. Mais si les conditions étaient à ce point inhabituelles, il faut déterminer comment les pilotes se sont retrouvés dans une situation à laquelle leur entraînement ne leur permettait de toute façon pas de remédier. Le NTSB est parvenu à la conclusion que les pilotes du vol 1404 ont décollé par un vent traversier qu'ils n'avaient vraisemblablement jamais rencontré auparavant. Reste à établir pourquoi personne ne les a prévenus. On a vérifié le vent au moment de l'accident. Certaines rafales dépassaient les 27 nœuds. Si le contrôleur avait annoncé une valeur supérieure, est-ce que cela aurait changé quelque chose? On dirait que ça souffle. Oui. Le nuage file. Continental 1404. Vent du 270 à 27 nœuds. Les contrôleurs disposent d'une console qui indique jusqu'à 7 valeurs de vent, dont celle indiquée par le capteur situé à l'extrémité opposée de la piste par rapport à l'avion. C'est cette valeur, 27 nœuds, qui a été communiquée à l'équipage. Mais l'écran indique aussi le vent détecté par le capteur situé du côté de la piste où se trouve l'avion. Or, juste avant l'accident, cette valeur était de 35 nœuds, avec des rafales jusqu'à 40 nœuds. Pourquoi ne pas avoir signalé les rafales à 40? On fournit ces renseignements si les pilotes les réclament. Seulement sur leur demande? Oui.
C'est ce que prévoit la procédure. C'était la règle. C'est la procédure. Mais ça ressemblait au cas de figure classique où un renseignement n'est pas transmis à cause de la façon dont les choses sont prévues dans les procédures de traitement des informations. C'est la combinaison de plusieurs éléments qui a conduit à l'accident. Checklist prise en charge terminée. J'allume la PU? Ouais. La violente rafale était tellement localisée que l'avion n'en aurait pas souffert si les pilotes avaient retardé le décollage ou demandé une autre piste. 34 droite. 34 droite, c'est ça? Ouais. Ils ont vu le Beechcraft 1900 décoller sans problème. Et c'est le genre de choses qui joue beaucoup dans la prise de décision. Le pilote se dit, si les autres le font, je dois pouvoir le faire aussi. Continental 1404. Vent du 270 à 27 nœuds. Tournez à droite, cap 020. Autorisé décollage, piste 34 droite. La vitesse du vent annoncée, 27 nœuds, sera en fait bien inférieure à la réalité. Traversier gauche, 27 nœuds. Des informations étaient disponibles et elles auraient pu changer le dénouement si on les avait communiquées à l'équipage. Mais compte tenu des procédures, elles n'ont pas été transmises. Si les pilotes avaient été au courant pour les ondes orographiques, ils auraient peut-être mieux pris en compte le risque de rafale. L'avion aurait pu être contrôlable malgré cette rafale si la pression sur le palonnier avait été maintenue. Le Boeing serait peut-être resté dans l'axe de la piste. Merde! Ce pilote a perdu de vue le lien entre ce que lui faisait et le comportement de son avion. Arrêt décollage! L'accident du vol Continental Airlines 1404 est marquant dans la mesure où il ne s'agit pas d'une sortie de piste habituelle. Celle-ci est due à des ondes orographiques. Donc une des principales recommandations que nous avons faites a été d'inciter la FAA, l'autorité de l'aviation civile, à étudier ce phénomène. Les ondes orographiques dangereuses, ça existe. De temps en temps, Mère Nature se montre violente. La FAA a établi un profil fondé sur le vent traversier rencontré par cet équipage. Et désormais, il doit être inclus dans les formations. Par ailleurs, le rapport réclame de nouvelles directives de la part de la FAA, imposant aux contrôleurs aériens de fournir aux équipages les données de plusieurs sources de mesure du vent. Puisqu'on parle de mauvais temps, il faut en profiter pour rappeler aux passagers que ces conditions occasionnent effectivement des retards dans les aéroports qui sont un peu gênants, mais qu'elles sont surtout des éléments clés à l'origine d'accidents.